Peut-être pour commencer, je voudrais repréciser, même si on le connaît bien, mais vraiment pour insister sur le fait que l'IA générative, c'est un changement, une évolution, enfin, quelque chose qui s'est développé alors, de manière relativement récente, même si bien sûr on peut le faire remonter à ELISA et aux années 60, mais pour son aspect efficace, c'est développé de manière très récente, et c'est développé surtout d'abord auprès du grand public. Alors, en tout cas, ChatGPT a eu un succès commercial très important, mais donc pour nous, comme enseignant, comme chercheur, comme pour l'institution, c'est en fait avant tout de la part des étudiants qu'il y aura une demande, dans le sens où c'est un outil que les étudiants vont utiliser, qu'ils utilisent déjà. Si vous avez regardé des lettres de motivation sur Parcoursup, si vous avez regardé qui sont parfaites. Alors les lettres sont parfaites, sauf dans les fois où, par exemple, il y a entre crochets votre formation. Alors, on se dit que là c'est du watermark très efficace avant les autres. Donc, les étudiants l'utilisent. Et donc, pour l'institution, et c'est aussi pour ça que les formations, l'année dernière, des machistes déclaratives ont vraiment tenu à ce qu'il y ait une sur l'IA, sur les ont tenu à ce que l'institution s'empare de ce sujet-là, parce que ça nous viendra de toute façon de l'extérieur. À nous de nous en emparer. Soit comme pour certains d'entre nous, comme objet de recherche, comme objet d'intérêt particulier, mais on anticipe, et les instances anticipent bien sûr que ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est tout à fait légitime. Et donc, ça n'empêche pas d'avoir des actions comme celle-là, d'acculturation, même si le mot n'est pas très élégant, d'acculturation tout à fait à destination des gens pour qui il n'y a même pas un sujet mais peut-être un sujet d'intérêt, mais surtout quelque chose sur lequel il faut se positionner, parce que les usagers de l'administration que nous sommes, eux, de toute façon, donc, il y a un aspect aussi d'anticiper ces éléments-là pour en orienter l'usage auprès des étudiants, avoir un discours à tenir aux étudiants pour améliorer leur usage, qui est parfois assez naïf de l'IA. Il s'agit tout le monde dit que ça vient du grand public. C'est absolument pas pour dire que le grand public et que les étudiants maîtriseraient mieux que nous ce sujet-là, un peu comme sur le numérique en général. Ils peuvent tout à fait en avoir une utilisation très naïve, mais à nous de l'améliorer. Il y a aussi une dimension stratégique, le texte que je voulais dire, qui n'est pas c'est un article du Monde, sur, par exemple, c'est un exemple, mais l'Université Paris-Dauphine a reconfiguré ses formations en management pour intégrer les outils du cadre. Donc, il y a aussi un aspect de communication auprès des étudiants de nos formations sur l'IA. Et puis, au-delà de ça, il y a un aspect de compétences professionnelles qui seront nécessaires pour les étudiants. C'est-à-dire que le grand public connaît l'IA, le grand public l'intègre, les étudiants s'attendront, de toute façon l'utiliseront, et les employeurs potentiels des étudiants s'attendront à un certain niveau de formation, niveau de maîtrise, y compris y compris bien sûr avec du recul, sur des étudiants sur l'IA. Dans le cadre de la mission, ce serait simplement pour mentionner que un des objectifs de chargé de mission près de la formation, c'est tout à fait de contribuer à ce type de groupe de travail, soit directement, soit en vous recommandant des intervenants. Ce qui me place dans la difficile situation, en plus d'avoir adressé à des juristes, de parler après à l'excellence. Je prends sur moi. Ça fait partie de la difficulté du métier. Je demanderai une prise de risque, métier difficile. Donc, dans l'autre sens, n'hésitez pas non plus à me contacter, alors, soit effectivement au sein de l'AGS, soit individuellement,
pour échanger sur ces sujets-là. Peut-être notamment, spécialement en tant que juriste, la question de la différence de la pertinence de l'IA, de fonctionnement selon les disciplines est très importante. On a toutes les raisons de penser que l'IA n'a pas la même pertinence, la même facilité dans toutes les disciplines, ça m'intéresse tout à fait ce qu'il en est maintenant. Petit panorama très rapide des actions qui existent sur le sujet. Donc, on a déjà parlé de Data IA, qui aura donc une formation au brevet IA avec un chapitre sur les usages, qui développe également cette sorte de MOOC, droit et IA. Vous pouvez bénéficier notamment ici à Sceaux d'intervention de l'ABU et des formateurs documentalistes qui connaissent de l'Ediviso, qui connaissent très bien le sujet. En termes de certification, si on a en tête la valorisation professionnelle de ces compétences-là par les étudiants, PIX sur la certification des compétences numériques, pour le moment, on n'intègre pas l'IA. C'est nouveau pour tout le monde, c'est récent, mais à terme, il y aura des questions sur l'IA sur ce sujet-là, dans une démarche de certification. Et puis avec la direction de l'innovation pédagogique, on a en tête donc de concevoir des formations à destination des personnels sur l'IA générative, à destination des personnels administratifs, des personnels enseignants, des enseignants-chercheurs, et peut-être notamment également les nouveaux recrutés, les nouveaux maîtres de conférences qui sont recrutés, où désormais, Saclay il tient beaucoup, 3 jours de formation à différentes facettes du métier, notamment la pédagogie, mais donc potentiellement également l'IA. Deux exemples. Alors oui, je pensais après les faire en live, il n'y a pas accès. Et en plus, alors c'est peut-être moi qui suis trop loin, mais je n'y vois rien. Donc deux exemples concrets pour vous montrer, comment l'utiliser. Dans le premier exemple à gauche, ou en plus à distance, vous aurez sur l'écran, c'est plus lisible. Donc sur l'écran à gauche, le prompt qui est utilisé, j'ai dit simplement, je révise mon cours de L1 d'économie, propose-moi un QCM avec des questions et 4 réponses par question, donc une juste. Il vous donne immédiatement un QCM avec 5 réponses. Quand on fait en direct, on voit les réponses qui filent. Ça fonctionne très bien. En économie, ça fonctionne très bien. Il maîtrise parfaitement sur les notions, donc globalement les notions de licence. Vous avez un examen type QCM. Alors, type QCM interactif, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner la réponse. Si vous vous trompez, ou si vous lui demandez pourquoi est-ce que telle réponse n'est pas juste, vous avez une réponse qui fonctionne parfaitement. Donc ça, et alors ça marche, y compris avec, sans avoir de compte, avec ChatGPT en version, il n'y a pas besoin, c'est pas parce que je l'aurais utilisé qu'il aurait appris que je suis économiste, etc. Donc c'est vraiment avec la fonction, avec l'IA de base. Donc ça, d'emblée, actuellement, les étudiants ont cet outil-là entre leurs mains gratuitement, sans même avoir à créer de compte, un outil qui leur permet donc de manière interactive d'avoir affaire à des éléments. Pour un élément qui nous parlera peut-être encore plus à nous, ici, je lui ai donné des références bibliographiques et je lui ai demandé de changer le format de ces références-là. Comment? En lui disant au format de l'American Economic Review. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à identifier qu'il y avait 2 articles qui étaient cités, alors que je les avais mis les deux, les uns à la suite des autres. Il a identifié qu'il y avait 2 articles cités. Il a fait les modifications pour suivre le format bibliographique qui est différent. Parfois, la date à la fin, parfois, c'est après les auteurs dans l'AER, ils ne mettent pas les numéros de page, ils ne mettent pas PP, ils mettent 2 points, etc. Donc, tout ça, il a modifié ça sans problème. Mais moi, parce que comme j'avais piloté une mission HAL pour la GS, au niveau de la GS droit, c'est effectivement un des outils qu'on a utilisé parce que j'avais demandé les bibliographies m'envoyer du Word. Et donc, il y a
il y a une doctorante qui m'a aidée et effectivement, c'est un des outils qu'on a utilisé qui marche bien. Sauf que parfois, il a un peu des hallucinations de ChatGPT où il ne veut pas faire le travail. Et, il y a des moments où ça me... Bon, voilà. C'est un peu comme un enfant, quoi. Il reproduit les comportements humains, parfois un petit peu trop mieux. Alors, on publie un article en français qu'on republie selon les consignes de revue américaine. Ça se prend fou pour passer la date de lancement au début. Ça va jeter un jour, on utilise ça, même s'il y a des erreurs qu'on donc là, pour ce type de tâche-là, en plus assez fastidieuse à la fois, mais en même temps bien cadrée, extrêmement juste de ce que vous avez dit, de rappeler à chaque fois que la supervision, la vérification est indispensable. S'entraîner d'accord avec des systèmes ingénieurs comme ça, s'en tenir à la réponse en disant c'est sûr, si j'ai appris ça, j'aurai une super bonne note avec la main. Je suis un peu plus sceptique. Il y a toujours ce travail de vérification. De fait, là, vraiment, mon exemple, c'est pour dire voilà ce dont les étudiants disposeront. Et libre à nous de nous positionner par rapport à ça, et évidemment aussi de manière critique, et dans une démarche d'accompagnement. Alors c'est là d'autant plus que les différences disciplinaires sont aussi très importantes. En économie, quand même, ça marche très bien. En droit, je ne sais pas, et la question est ouverte. En économie, un manuel d'économie niveau licence, là, ça donne un accès interactif à tous les concepts d'un même. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les disciplines. Donc là c'est pourquoi est-ce que ces deux exemples-là illustrent donc les promesses de l'IA générative. C'est que j'ai formulé des requêtes en langage naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas du code, je n'ai pas eu à coder pour obtenir ça. Je n'ai suivi aucun formalisme particulier en écrivant le front. Je l'ai écrit comme ce que je pense à la troisième personne. Parfois, d'ailleurs, ça peut même être amélioré. Là, je l'ai fait sans formalisme. Et il a produit quelque chose qui correspond à ce qu'on attend. Et dans le fait qu'il a produit une réponse qui correspond à ce qu'on attend, il y a le fait qu'apparemment, il a compris ce dont il s'agissait. C'est pour ça que c'est un tout petit peu sur le fait que je n'étais même pas connecté sur mon compte. C'est comme ça, de but en blanc. Je lui dis le format de l'American Economic Review, il sait ce que c'est, une bibliographie, il a reconnu le contexte, il a identifié la date qu'il n'a pas confondu avec le numéro de la page, etc. Et il a été capable de tout replacer au bon endroit. Donc, je le présente bien comme la promesse de l'IA générative, tenue dans certains cas, qui n'est pas tenue dans d'autres cas, par rapport auquel il faut prendre du recul. Mais donc la perspective, c'est ça, c'est d'avoir un interlocuteur, IA, alors ce serait l'anthropomorphisme, de traiter plus l'IA, mais qui nous fera ce qu'on demande à partir de la demande qu'on exprime, encore une fois, sans avoir de formalisme à respecter dans la manière dont on va. Alors, très concrètement, vous présenter quelle forme prennent l'IA générative de manière vraiment très concrète. Donc, il y a différents modèles. Je vous en ai mis la plupart et les plus importants ici. Donc, simplement comme commentaire, dire que donc, certains viennent d'entreprises déjà bien établies, et d'autres viennent d'entreprises nouvelles, OpenAI ou Anthropique, qui se développent à cette humain. Celui qui a le plus grand succès commercial, sans aucun doute, en termes de centaines de millions d'utilisateurs, c'est OpenAI et ChatGPT. Avec une version implémentée par Microsoft dans la suite Office, qui est Copilot, qui est vraiment l'implémentation d'OpenAI. Peut-être le deuxième plus performant, ce serait celui d'Anthropique, Claude, d'après Claude Shannon, utilisation d'information, et un français, Mistral, puis celui de Epistolici. Donc tout ce qu'on a dit là, Alex et moi, s'applique globalement à l'ensemble de ces modèles-là, qui ont un fonctionnement global assez similaire. Plus on est sur des
des choses générales, plus ça s'applique à l'ensemble de ces modèles. Ensuite, la mise en œuvre, l'implémentation, chacun de ces modèles-là est une implémentation différente qui a ses spécificités, mais disons que sur la philosophie générale, ils partagent la même. Toujours sur la forme que prend l'IA générative, jusqu'à présent, on l'a vu sous la forme qui est donc là en haut à gauche, c'est-à-dire c'est un site web où je vais échanger avec une IA. Donc j'ouvre une fenêtre dans laquelle j'ai un agent conversationnel qui est une IA, je tape quelque chose, c'est une réponse, j'obtiens la réponse, c'est ce qu'il a produit en réponse. Et donc là, je vais voir l'IA. Donc ça, c'est un premier usage qui est tout à fait utile et répandu. Mon propos ici, c'est que ce n'est pas le seul. Et avec la généralisation donc, de l'IA générative, de plus en plus, on a une IA, non pas sous forme de produit qu'on va consulter, mais sous forme de fonctionnalité qu'on trouve dispersées dans des applications de métier, dans des applications visuelles, qui, à un moment donné, font appel à une fonctionnalité IA. Par exemple, dans le mail, ici, vous avez l'appli Mail qui intègre désormais une fonctionnalité IA. Alors, pourquoi faire? Pour d'abord corriger l'orthographe, grammaire et améliorer la formulation des phrases. Alors ça, c'est un super correcteur orthographique. C'est peut-être l'utilisation la plus, à la fois la plus courante et la moins, des plus simples. Cela dit, on voit aussi qu'au-delà de l'orthographe, grammaire, formulation de la phrase, assez vite, on évolue vers une reformulation. Donc là, ce que vous voyez, c'est je veux reformuler ce brief sur un ton plus professionnel, ou au contraire sur un ton plus cordial, ou j'écris à mon notaire. Voilà. Donc vous avez là des outils d'IA qui sont intégrés aux outils du quotidien de manière extrêmement ponctuelle. Donc derrière, il y a un LLM, un modèle de langage à grande échelle, qui là est utilisé de manière extrêmement ponctuelle. On trouve la même chose donc, avec Copilot dans Word. On parle juste après un exemple un peu plus précis. Et puis, un dernier point, alors peut-être qu'il nous concerne moins, mais on a commencé à discuter aussi avant, qui est le fait que l'IA peut aussi être mobilisé dans les applis métiers. Et donc, potentiellement, il y a une transformation majeure de tous nos applis métiers que nous utilisons. C'est aussi ce que vous avez sur HAL ou autres. Dès qu'une appli métier demande qu'on renseigne un formulaire, potentiellement, ensuite, il peut y avoir une transformation de ce qu'on a rentré pour correspondre aux critères et aux contraintes formelles de mots, d'ordre. Donc, potentiellement, sur toutes les applis métiers qui maintenant demandent que des informations soient renseignées de manière spécifique, donc des cases, parce que si ce n'est pas dans la bonne case, eh bien c'est comme Excel, l'ordinateur ne sait pas faire. Vous avez vu comment il peut transformer une bibliographie. Potentiellement maintenant, toutes les contraintes de forme dans les enseignements qu'on demande peuvent être gérées par l'application métier qui, elle, reformule du texte qu'on lui donne de manière je le dis sous forme de potentiel, parce que de toute façon, suite à la cyberattaque, la plupart de nos applications métiers sont de toute façon d'armes, mais quand elles reviendront, potentiellement, elles vont intégrer ces éléments. Bon, ici, c'est un exemple de Copilot dans Word. Donc là, c'est un cas d'usage qui est mis en avant, c'est de Microsoft, où là, donc, l'utilisateur regarde un contrat, édite un contrat dans Word, et à droite, vous avez un panneau Copilot qui, donc là, manifestement, a cherché si la disposition où se trouvait le curseur, ou pas une disposition dans ce contrat-là, quoi était applicable dans l'État américain où il est question. Donc là, on a un traitement de texte qui intègre des fonctions d'IA générative avec un continuum à la fois pour modifier la forme, mais un continuum qui va jusqu'à modifier le fond et inclure des tâches métiers. Là, par exemple, pour vérifier la cohérence d'informations, donc de clauses contractuelles dans le contrat qui est ouvert dans Word. Au lieu d'avoir à copier-coller vers une fenêtre
Alors, comment est-ce qu'on en arrive à ça? Partager quelques éléments sur le fonctionnement de l'IA, sans redite avec ce qu'Alexei a déjà mentionné. Déjà, pour expliciter, comment est-ce qu'on sait comment fonctionnent ces modèles-là? On le sait par le biais des publications académiques sur les modèles fondamentaux qui sont derrière. Qui donnent donc les principes généraux. On sait ce que sont les tokens, le fonctionnement des transformers, grâce aux publications académiques. En revanche, les modèles commerciaux eux-mêmes, même d'ailleurs quand ils sont open source, mais ce sera complètement open, eux, ce sont des clés de points. Donc, qu'est-ce que ChatGPT a fait du modèle fondamental et qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport à ce fonctionnement fondamental pour arriver à la réponse qu'il nous donne? Ça, a priori, c'est du secret de la part d'OpenAI. Même chose pour Anthropic. Donc, comment est-ce qu'on arrive à le savoir? C'est soit par déduction, en connaissant les grands principes du fonctionnement, soit par des sortes d'observation du modèle, une sorte d'ingénierie inverse qui arrive pour arriver à reconstituer quelle est la valeur ajoutée de chaque implémentation par rapport au fonctionnement. Tout ça évolue très rapidement. Alors, le fonctionnement fondamental et technique, moins, bon, même si 2017, c'est le renouveau, quand même assez ancien, ça évolue très vite. Mais par contre, l'implémentation, elle évolue en permanence. Et c'est pour ça que si certains d'entre vous ont déjà fait des essais et potentiellement ont pu être tout à fait déçus dans les questions, c'est pas la bonne réponse, l'évolution de l'implémentation concrète est très rapide. Et alors avec des effets de seuil, beaucoup la formule it's a toy until it isn't. C'est quelque chose dont on se dit que c'est pas du tout au niveau. Oui, mais 6 mois après, il y a eu 3 évolutions, 6 mois après encore plus, et qu'à un moment où, en fait, ça fait ça. En tout cas, quand il s'est. Il se trouve l'IA générative, simplement pour mentionner que l'enjeu, c'est la conformité, notamment la conformité RGPD. A priori, et sauf information qui précise, tout ça se trouve sur un fournisseur de services situé aux États-Unis, avec des enjeux, bien sûr, de souveraineté, de relocalisation, qui sont assez. Quelques éléments sur le fonctionnement lui-même. On a beaucoup donc parlé des données, l'aspect crucial des données. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve comme données dans ces modèles-là? En fait, concrètement, on trouve tout ce qui est numériquement, d'abord tout ce qui est sous forme numérique et qui est vaguement accessible, c'est retrouvé à un moment ou à un autre dans les modèles d'IA. Donc, tout Wikipédia se trouve dans l'IA. C'est pour ça que tous les concepts dans Wikipédia, il peut tout à fait répondre. Tous les échanges, les commentaires qu'on peut trouver en ligne sur YouTube, sur Facebook, etc., tout ça, c'est retrouvé dans les bases de données. C'est pour ça qu'il est capable de reformuler du texte en langage SMS, ou au contraire de traduire en langage normal le texte en langage SMS, quitte à utiliser des formules SMS d'il y a 10 ans, c'est à ce moment-là qu'il l'a appris. On trouve aussi, alors bien sûr, tous les articles de presse, donc toute la presse s'est retrouvée dans ces modèles d'IA. Alors, par ailleurs, donc ça a donné lieu à des accords de licence entre les concepteurs de ces modèles-là et la presse pour avoir accès. Alors, les réactions dans la salle montrent, j'allais terminer par pas. C'est-à-dire que le business model et la stratégie de ces entreprises-là
c'est beaucoup basé sur le fait de mettre l'ensemble des acteurs devant le fait accompli et ensuite de négocier. La formule de la Silicon Valley, c'est move fast and break things. L'important, c'est d'avancer. Les questions ensuite, notamment de licence, on les gère ensuite. Mais donc, ce qui renforce que, et c'est vraiment le jour venir, tout ce qui est disponible sous forme numérique se retrouve dans ces données-là, accord de licence, tout ce qui est sous forme numérique, alors ça veut dire des choses contemporaines, actuelles, Wikipédia, la presse, etc. Également aussi des données, des éléments qui sont historiques. Vous avez toute la littérature française, qui est française et autres, évidemment, qui est disponible. Vous mentionnez à un moment dans un échange une description à la Balzac. Il sait ce que c'est qu'une description à la Balzac. Il peut vous faire une description où il sait lire un peu, où il sait le reconnaître. Tous ces modèles-là connaissent très bien, par exemple, la mythologie. Vous pouvez lui demander les correspondances entre divinités grecques et romaines. Il maîtrise ça absolument parfaitement. Donc, les données, c'est avant tout du patrimoine. Et dans ce sens-là, l'IA, c'est le passé. L'IA, c'est les données qui sont dans l'IA, c'est tout ce qui a été produit. J'ai oublié évidemment de mentionner les manuels de cours, de licence. Alors, ce qui, dans certaines disciplines, fonctionne très bien et lui donne une maîtrise de la discipline, comme en économie, qui est très bonne. Dans d'autres disciplines, peut-être un peu moins, ça c'est d'autres choses à coder. Et bien sûr, également, tous les articles de recherche qui se retrouvent dedans, c'est-à-dire qu'il sait écrire aussi à la manière d'un article de recherche. Ensuite, le fonctionnement, pour simplement ajouter par rapport à ce qui a été mentionné sur l'apprentissage machine. Donc, l'apprentissage machine a donné lieu cette année à 2 prix Nobel. Donc, un premier Nobel en physique, Geoffrey Hinton, qui a eu donc, cette année en 2024 le prix Nobel de physique pour spécifiquement le principe de l'apprentissage machine. Alors, les commentaires, tous les commentateurs sont tous d'accord que le comité Nobel a un petit peu étiré le périmètre du prix Nobel de physique pour l'attribuer à quelque chose qui, en fait, relève de l'informatique et de la bioéthique plus que la physique. Et donc, c'est quand même notable que le comité Nobel en physique ait jugé utile de l'attribuer à l'apprentissage machine. Et puis, en chimie également, c'est AlphaGo, l'initiative de Google, qui a donné lieu à des découvertes sur le séquençage du génome. Et là, c'est spécifiquement le séquençage, ce qui a été récompensé cette année, c'est spécifiquement le séquençage du génome en mobilisant des techniques d'IA chez Google. C'est quand même une des rares fois que dans une citation pour un Nobel, l'affiliation de l'auteur n'est pas, enfin, du lauréat du prix Nobel n'est pas une université, parfois même émérite ou cherche à la rattacher à l'université, mais c'est Google Deep. Donc ça c'est synthétique. Une précision, l'apprentissage machine, c'est quelque chose de très inefficient. Très inefficient. À la fois, c'est devenu efficace, c'est-à-dire que la combinaison des capacités de calcul et des larmes de données lui permet d'aboutir à un résultat qui est très efficace actuellement. Par contre, c'est pas du tout efficient, c'est-à-dire qu'il a besoin d'énormément de données et d'avoir une phase d'apprentissage qui est très longue pour aboutir à un résultat qui est comparable à ce qu'aurait fait un humain, c'est-à-dire la manière dont un humain l'a appris très facilement. Un chiffre qui est assez marquant, c'est que pour reconnaître une image, pour reconnaître un animal, un enfant a besoin de voir un chat, une photo de chat 3 fois. Il montre un chat 3 fois et il sait distinguer un chat d'un chien, de quelque chose. Avec l'apprentissage machine, c'est plutôt de l'ordre de 100 000 images de chats avant d'arriver à faire la différence. C'est-à-dire que c'est vraiment un fonctionnement statistique par rapprochement, par corrélation, en faisant ressortir des régularités de manière, on a envie de dire, c'est péjoratif, mais de manière extrêmement poussive.
Et donc, c'est aussi pour ça que pendant longtemps, avec des capacités de calcul limitées, ça donnait un résultat qui n'était pas très bon. Là, maintenant, les capacités de calcul font qu'on peut atteindre le nombre de répétitions qui permet ensuite de donner des résultats. Le troisième point sur le raffinage, c'est juste pour mentionner que donc ça, c'est le fonctionnement fondamental de l'apprentissage machine. Donc ça, c'est la technologie. Quand on utilise un modèle, on n'a pas affaire à la technologie brute, on a affaire à un produit qui est proposé par une entreprise et qui a rajouté une étape, déjà été mentionnée, une étape de raffinage, de surcouche de modération, qui fait passer d'une technologie à un produit vendu à un client. Donc avec des modifications importantes. Alors ces modifications, elles peuvent porter sur la qualité des réponses, la pertinence des réponses. Par exemple, dans le QCM que j'ai demandé à Claude, d'entreprise, il donne la réponse, déjà je l'ai coupé support, mais il donne les questions, on lui demande un QCM, et puis à la fin, il liste les réponses immédiatement. Donc ça, c'est un comportement. OpenAI a entraîné ChatGPT en ayant en tête un usage académique, un usage pour l'enseignement, ce qui fait que ChatGPT, quand on lui dit « je révise », quand on lui donne compte des éléments qui fait qu'il peut comprendre que c'est un étudiant, il sait que c'est utilisé pour un étudiant et il s'adapte. Et donc, par exemple, il pose la question, mais il ne donne pas immédiatement la réponse. Il anticipe que ça va être ça, l'usage qui va être. Donc ça, c'est le genre de nuances, de petites différences, à partir d'un fonctionnement fondamental qui est identique, de petites différences qui font que ChatGPT, globalement, est plus adapté que les autres modèles. Il est meilleur pour anticiper l'usage qui va être fait. Donc ça correspond le raffinement du modèle correspond à des éléments comme ça, de pertinence, de qualité des réponses. Ça correspond aussi à la personnalité du modèle. On peut se demander ce que c'est que la personnalité d'un modèle, mais on comprend assez vite quand on utilise le modèle d'IA des entreprises d'Elon Musk, qui alors là, brusquement, en termes, par exemple, de théorie du complot, vous donne un livre ouvert, vous répond absolument à toutes les théories qui existent sans filtre. C'est basé sur la fréquence, la répétition, ça existe dans les données, donc il me donne la réponse. OpenAI a une stratégie, un positionnement commercial qui n'est pas celui de Musk, qui est plutôt, c'est plutôt un positionnement à la Disney. Tout le monde doit pouvoir l'utiliser. Il faut une réponse qui ne heurte personne. Et donc, sur OpenAI, si vous posez une question sur la Terre plate, vous aurez une réponse qui dira que la Terre n'est pas plate, quels que soient les éléments. Ce qui pose aussi question, parce que au final, on a uniquement donc, la réponse qui est fournie par le modèle. Il n'y a pas de traçabilité des étapes intermédiaires. Qu'est-ce qui a été rajouté par le fournisseur du modèle par rapport à la réponse? Qu'est-ce qui a été rajouté de manière simplement en l'orientant, mais toujours en étant basé sur différentes réponses issues d'apprentissage machine? Qu'est-ce qui a été rajouté en fait par le fournisseur du modèle en écrivant la réponse et en lui disant quand il y a une question sur la Terre plate, voilà le script de ce qu'il faut répondre. Il y a vraiment des degrés de raffinement. Tout ça, on n'a pas d'information. Tout ça, c'est le boîte noire. Et quand on voit la réponse, on ne sait pas concrètement qui parle. Est-ce que c'est donc on aurait tort de prêter à la réponse une sorte de valeur particulière parce qu'elle viendrait de l'analyse des données, etc. Ça peut être tout autant le service de communication de OpenAI qui a préempté la réponse du modèle pour en consommer. Et ça, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen de le savoir. Quand la réponse apparaît, tout est sur Dernier point, simplement sur les usages, enfin dernier point sur l'aspect technique. Ensuite, par rapport à ces modèles-là, se pose la question de comment les utilisateurs le vivent, se positionnent.
En fait, le point des usages, c'est toutes les questions de sciences sociales ou d'éthique appliquée, de réglementation. Oui, bien sûr, dans l'aspect de raffinage, c'est là, bien sûr, qu'intervient l'aspect de conformité ou l'aspect de réglementation qui fait qu'on ne laisse pas modèle des réponses qui ne correspondent pas à la réglementation. Là encore, ou pas. Bien la stratégie de l'entreprise, c'est de tout simplement le laisser faire ça, mais disons que c'est à ce moment-là que ça se fait. Donc, dans les usages, simplement pour citer quelques questions qui se posent à partir de ça, on peut travailler sur l'adoption ou le rejet de l'outil. L'anthropomorphisme, c'est une force d'adoption qui fait que se projette dans l'utilisateur, dans le modèle, qu'on lui prête des qualités des traits humains qui est très fort, qui est une force très, très forte. Certains économistes comportementalistes ont identifié ce qu'on appelle une aversion à l'algorithme, c'est-à-dire qu'une décision, en tout cas, je pose sous forme de question, comment est-ce qu'on réagit quand on sait qu'une décision, qu'un propos est tenu par un robot ou un algorithme par rapport à la situation où on sait qu'il vient d'un être humain. Il y a des expérimentations qui ont montré que le simple fait de redonner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse modifier la décision venant d'algorithme et la modifier même à la marge, augmente l'appropriation et augmente l'acceptation de cette décision. Dans les grandes questions qui se posent aussi, donc tout ça, ces outils-là peuvent amener à des gains de productivité, tout autant qu'à un risque de déqualification. J'ai parlé d'éléments, fabriquer des CLR, transformer des bibliographies. On voit très bien en quoi ça peut être un élément de gain de productivité sur des choses qu'on sait faire à la machine. À partir du moment où on a donc des étudiants ou des chercheurs maintenant qui l'utilisent, dans quelques années qui l'auront toujours utilisé, est-ce qu'on saura toujours faire? Ou est-ce qu'on ne sera pas ravi de délimiter à la machine certaines tâches, quitte donc, est-ce qu'il arrive des gens qui n'ont jamais fait à la main. Ensuite, à nous, bien sûr, de nous demander la question, est-ce que c'est utile de savoir le faire à la main, ou est-ce que ça peut avoir globalement, ça peut être une autre problématique aussi, c'est la question de la fracture numérique. Est-ce que la diffusion de ces modèles-là va uniformiser les compétences parce que c'est un modèle qui est accessible à tout le monde, donc tout le monde saura faire? Il peut y avoir cet aspect-là d'uniformisation. Ça peut aussi, au contraire, creuser les différences, notamment s'il y a besoin de maîtriser la machine avec du prompting générique et que ça fait une grosse différence de savoir faire du prompting générique ou pas. Dans ce cas-là, on retrouve en fait une nouvelle forme de fracture numérique, pour ceux qui ne savent pas. Par exemple, l'évolution de ces derniers mois sur les modèles qui en fait intègrent les chaînes de raisonnement font que le prompting générique, je ne sais pas si tu partages cette idée-là, Alexei, il est peut-être en fait moins crucial maintenant qu'il l'était il y a un an, il y a sur les modèles qui intègrent les chaînes de raisonnement avec des pipelines internes très élaborés. Ouais. Pour l'instant, il y en a un qui marche vraiment, c'est le OpenAI. Ouais. Mais c'est sûr que d'ici un an, il y aura un paquet de modèles comme ça chez Anthropic, chez Google Esmeralda. On voit vraiment du prompt engineering un peu de la première moitié des années 20, comme je vous ai montré, vers les modèles qui vont intégrer tout ça en interne. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le prompt engineering ne marche absolument pas pour mais pas ce genre de prompt engineering, pas la chaîne de raisonnement, pas pour mettre de l'argent, ça ne change absolument rien. C'est avec tous ces éléments-là de modification de prompt qui avaient un effet, en fait, ont été intégrés. Mais quand même, il est en fait aussi que, pour des raisons de techniques, etc., on essaie d'utiliser les petits modèles, les modèles en libre. Là-bas, comme les Mistral et tout ça, c'est-à-dire on n'est pas tous ChatGPT ou copilote de Microsoft, parce que ça, c'est pas souvent ça. Et à ce moment-là, quand les usages est totalement là. D'accord? Ça dépend complètement des modèles.
Ça dépend du domaine. Alors, quelques points sur les transformations. Je dois simplement vous suggérer une typologie entre l'utilisation de l'IA générative pour des tâches, potentiellement d'ailleurs ingrates, et donc mon point est comme reformater la bibliographie, mais mon point c'est mon propos c'est qu'on utilise ici l'IA comme pur exécutant, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la tâche, mais on lui délègue pour exécuter, et une utilisation de l'IA comme coproducteur. Là, ce n'est pas simplement une tâche, une délègue, c'est vraiment le cœur de métier. Par exemple, quand je lui dis propose-moi un plan sur une présentation que je dois faire, où non seulement révise, non seulement améliore le texte que je te transmets, mais même améliore-le, je veux dire, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Qu'est-ce qui viendrait après, un paragraphe d'après, ou aussi quelle critique pourrait faire donc le destinataire du texte que j'écris. Donc ça, c'est une utilisation où l'IA est vraiment plutôt donc un coproducteur, plutôt un partenaire dans la production. C'est-à-dire que je demande à l'IA de jouer un rôle. Et alors, quel rôle? Le rôle de mon interlocuteur, qui n'est pas là, auquel je n'ai pas accès clairement, mais pour qui je fais ce travail-là. Donc, un étudiant, potentiellement, peut fournir un texte et demander à l'IA de jouer le rôle de l'enseignant et d'anticiper les critiques venant de sur l'HCVRS, par exemple, sur les budgets, une utilisation de l'IA pour les rapports. Ça peut être, alors, certes, de mettre en forme des rapports de HCVRS, mais ça peut être d'anticiper les critiques. Donc là, on dit à l'IA on lui attribue le rôle de l'HCVRS et on lui demande de commenter le texte qu'on a fait. Donc cet usage-là, il est beaucoup plus actif. C'est-à-dire qu'il faut déjà que nous, on ait produit quelque chose et on demande à l'IA un commentaire dessus. Par contre, il porte vraiment sur des fonctions de cœur de métier, on n'est pas dans la simple écoute. Peut-être que je vais m'arrêter là. Les autres éléments, en fait, portaient sur l'évaluation. Oui, non, un dernier point en forme d'adage à réfléchir pour la discussion sur l'IA. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est qu'avec l'IA, on croit avoir affaire à un oracle, et en fait, on a plutôt accès à un nombre illimité de stagiaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prêter à une réponse de l'IA des qualités, une vérité, une profondeur particulière. L'IA, c'est de l'autocomplétion de texte. En revanche, ce n'est pas du tout pour ça que ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, et ça donne accès à un nombre illimité de stagiaires, c'est-à-dire qu'à condition de prendre le temps de bien formuler sa demande, de ne pas s'attendre à ce que la réponse ait un effet waouh, mais que la réponse fasse exactement ce qu'on a demandé dans le prompt, un petit peu comme on le ferait avec un stagiaire. Et là, on a accès à un assistant individuel qui est capable de faire des tâches sans aucune fatigue, sans aucune limite, avec toutes les caractéristiques d'un robot. À partir du moment où simplement on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une profondeur de vue dans la réponse venant de l'apprentissage machine, il me semble qu'on sait mieux à quoi s'attendre. Voilà, ben voilà ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui, et on aura l'occasion de poursuivre les échanges. Merci.